Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur le fonctionnement des centrales électriques. Les centrales électriques, ce sont des sites industriels qui sont destinés à la production d'électricité. Donc le but, c'est de fabriquer de l'énergie électrique. Cette énergie électrique va ensuite alimenter, par l'intermédiaire du réseau électrique, c'est-à-dire des grandes lignes électriques que l'on voit qui traversent le paysage, d'alimenter les consommateurs, les particuliers et les industries. Et ceci sur des très grandes zones géographiques. Le but des centrales, c'est d'alimenter tout un pays en énergie électrique. En France, en 2019, la production d'énergie électrique était répartie de la manière suivante. 70% de l'énergie électrique était d'origine nucléaire, 11% d'origine hydraulique, c'est-à-dire avec les barrages, 8% d'origine fossile, c'est-à-dire combustion du fioul, du charbon, du gaz, 6% d'origine éolienne, et le reste, c'est-à-dire environ 5%, se partageait entre les centrales photovoltaïques et les centrales à bioénergie. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont est fabriquée l'énergie électrique dans chacun de ces types de centrales. Tout d'abord, les centrales thermiques à flamme. Vous avez une photo ici d'une centrale thermique à flamme, et dans ce type de centrale, l'énergie électrique va être produite à partir de la combustion de pétrole, de gaz ou de charbon. C'est pour ça qu'on les appelle les centrales thermiques à flamme, puisque la combustion, c'est de faire brûler quelque chose. Que se passe-t-il dans ce type de centrale? Tout d'abord, le combustible est amené, puis brûlé. Les fumées sont évacuées par les grandes cheminées ici, et la chaleur dégagée va être utilisée pour transformer de l'eau en vapeur. Cette vapeur est ensuite canalisée dans un tuyau pour être amenée à la turbine qui va se mettre à tourner et va entraîner l'alternateur qui va fabriquer l'énergie électrique. La vapeur est ensuite transformée à l'état liquide, repassée à l'état liquide, pour être renvoyée dans la chaudière et être à nouveau transformée en vapeur. Et elle subit ainsi un cycle, c'est un cycle fermé, cette eau n'est jamais évacuée. Elle subit un cycle de vaporisation et liquéfaction aussi longtemps qu'on le souhaite. Pour refroidir la vapeur qui a servi à faire tourner la turbine et la faire repasser à l'état liquide, il faut la refroidir. Et pour la refroidir, on prélève de l'eau de la rivière, on la fait circuler autour de la vapeur va donc être refroidie, l'eau de la rivière va être légèrement réchauffée, et cette eau est ensuite rejetée dans la rivière. Donc cette eau n'est pas transformée, elle est juste un petit peu réchauffée entre son entrée et la sortie. L'utilisation de ce type de centrale va présenter des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut citer le fait que ce genre d'installation est techniquement assez facile à construire, donc on va pouvoir en installer facilement, et c'est aussi une installation qui produit beaucoup d'électricité. Donc ce sont deux avantages non négligeables. Parmi les inconvénients, il va y avoir la pollution au CO2, car effectivement la source d'énergie c'est charbon, pétrole, gaz qui sont brûlés. Quand on les brûle, il va y avoir une production de dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone est évacué par les fumées et va donc dans l'atmosphère. Dans le cadre du réchauffement climatique, c'est effectivement pas un bon point. Et deuxième inconvénient, les sources d'énergie utilisées sont des énergies non renouvelables. Pétrole, gaz et charbon sont des énergies fossiles dont les réserves vont finir par s'épuiser. Le fonctionnement de ces centrales thermiques à flamme va pouvoir être résumé sur un diagramme énergétique, sur une chaîne d'énergie, qui va résumer toutes les conversions d'énergie qui se produisent dans la centrale. Le diagramme énergétique va commencer par l'énergie de départ, qui est une énergie chimique, contenue dans le pétrole, le charbon et le gaz. Cette énergie chimique va être transformée par la combustion, donc dans les brûleurs, en énergie thermique. Cette énergie thermique va servir à chauffer l'eau dans la chaudière et à fabriquer la vapeur, et cette vapeur va sortir sous pression. Donc dans la chaudière, dans le générateur de vapeur, on va avoir une conversion d'énergie thermique en énergie cinétique. C'est-à-dire que la vapeur va être mise en mouvement. Et j'ai mis énergie cinétique rectiligne, car c'est un déplacement qui est la plupart du temps rectiligne. Cette vapeur arrive sur la turbine, qui se met à tourner. Donc la turbine reçoit de l'énergie cinétique, de l'énergie de mouvement, et va produire de l'énergie cinétique, de l'énergie de mouvement aussi.
Et si on regarde bien, on passe d'une énergie cinétique d'un mouvement rectiligne à un mouvement circulaire. Donc le rôle de la turbine va être de transformer ce mouvement rectiligne en mouvement circulaire. Donc elle ne change pas le type d'énergie, mais une de ses caractéristiques, de rectiligne à circulaire. Et cette énergie cinétique de rotation va être transmise à l'alternateur, qui est ici, et qui va, lui, transformer cette énergie en énergie électrique, qui est ensuite envoyée sur le réseau électrique. Nous voyons bien ici les différentes conversions d'énergie qui ont lieu dans la centrale pour aboutir à l'énergie souhaitée à la sortie. Nous passons maintenant aux centrales thermiques nucléaires. Nous avons ici une photo d'une centrale thermique nucléaire avec les différents bâtiments qui composent l'installation. Et nous allons voir que ce genre de centrale va ressembler très fortement aux centrales thermiques à flamme. La seule différence qui va exister entre les deux va être la manière de chauffer l'eau au départ. Dans une centrale thermique nucléaire, le chauffage de l'eau va s'effectuer dans le réacteur nucléaire. Dans ce réacteur nucléaire, qui est l'appareil orange ici, de l'uranium, des atomes d'uranium vont être cassés, ce qui va dégager de la chaleur et va servir à chauffer de l'eau, que l'on voit dans le tuyau orange là qui circule. Cette eau constitue le circuit primaire. Ça va être une eau très très chaude, qui va servir à chauffer de l'eau, mais du circuit secondaire, que l'on voit en bleu ici. Cette eau va être transformée en vapeur, et on retrouve le principe de fonctionnement des centrales à flamme. La vapeur va être canalisée dans le tuyau, faire tourner la turbine, qui est reliée à l'alternateur, qui va produire l'électricité. La vapeur qui a fait tourner la turbine va être refroidie et ramenée à l'état liquide, et renvoyée dans la chaudière. C'est ce qui constitue le circuit secondaire. Pour refroidir la vapeur qui vient de la turbine, on va utiliser de l'eau froide, qui va être prélevée dans une rivière. Cette eau, au contact de la vapeur, va s'échauffer, ce qui va permettre à la vapeur de refroidir et de repasser à l'état liquide. Et pour refroidir cette eau, on va l'envoyer dans ce qu'on appelle des aéroréfrigérants, qui sont ces grandes cheminées que l'on voit pour les centrales nucléaires. Et dans ces cheminées, c'est la vapeur d'eau qui a servi à refroidir la vapeur du circuit secondaire, qui est envoyée, qui au contact de l'air va refroidir et va redevenir liquide. Et redevenant liquide, elle est renvoyée dans la rivière. Mais une partie s'échappe quand même sous forme de vapeur. Et c'est ce que l'on voit sortir des cheminées. Donc ce qui sort des cheminées des centrales nucléaires n'a rien à voir avec la fumée des centrales thermiques à flamme. C'est tout simplement de la vapeur d'eau qui sort. On reconnaît sur le schéma qui est ici les différents bâtiments. Nous avons ici le bâtiment du réacteur avec son toit arrondi, on le retrouve ici. À côté, le bâtiment de production de l'électricité, finalement avec la turbine et l'alternateur, on le retrouve ici. Et les aéroréfrigérants, on les retrouve ici. Donc on voit, il y a un très grand parallèle entre les centrales thermiques nucléaires et les centrales thermiques à flamme. La seule différence est ici, dans le réacteur, sur la manière de produire la chaleur pour transformer l'eau en vapeur. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de centrale? Tout d'abord, les avantages. C'est un type de centrale qui produit beaucoup d'électricité. Et ensuite, c'est un type de centrale qui ne contribue pas au réchauffement climatique. Effectivement, si vous avez bien compris le principe de fonctionnement, à aucun moment il n'y a des rejets de CO2, de dioxyde de carbone. Comme c'est ce gaz qui est à l'origine du réchauffement climatique, le fonctionnement d'une centrale thermique nucléaire ne contribue pas au réchauffement climatique. Ce qui, dans notre situation actuelle, est un très gros avantage. Parmi les inconvénients, on va citer la production de déchets radioactifs. Effectivement, quand le réacteur fonctionne, l'uranium, on a dit les atomes d'uranium sont cassés, il va donc y avoir des déchets qui sont radioactifs et que l'on ne sait pas retraiter. Donc on va pour l'instant les stocker. C'est la seule solution qu'on a trouvée. Et le deuxième inconvénient, c'est que cet uranium n'est pas une source d'énergie renouvelable. L'uranium est un minerai qu'on trouve dans le sous-sol. Il y a une certaine quantité, une certaine réserve, et quand cette réserve sera épuisée, nous ne pourrons plus faire fonctionner les centrales thermiques nucléaires. Voyons maintenant les différentes conversions d'énergie qui ont lieu dans la centrale nucléaire. On a dit la source d'énergie de départ, c'est l'énergie nucléaire, qui va provenir de l'uranium. Cet uranium, dans le réacteur,
va donc être cassé, les atomes vont être cassés, ce qui va libérer de la chaleur, donc produire de l'énergie thermique. Ici, l'eau est chauffée elle est au contact de l'uranium ici, elle est chauffée et elle va servir à chauffer l'eau du circuit secondaire et à fabriquer de la vapeur. Donc cette vapeur est ensuite canalisée, ce qui veut dire que dans le générateur de vapeur, on transforme l'énergie thermique en énergie cinétique. Et comme dans la centrale thermique à flamme, on a de l'énergie cinétique pour un mouvement rectiligne. Et quand on va arriver sur la turbine, comme tout à l'heure, elle va transformer cette énergie cinétique rectiligne en énergie cinétique circulaire, mouvement circulaire. Ce mouvement circulaire va actionner l'alternateur qui va produire l'électricité. Donc l'alternateur va convertir l'énergie cinétique en énergie électrique. Et nous avons ici toutes les conversions d'énergie qui ont lieu dans la centrale thermique nucléaire, à partir de l'énergie de départ, l'énergie nucléaire, jusqu'à l'énergie souhaitée à la fin, l'énergie électrique. Troisième type de centrale que nous voyons, les centrales hydrauliques, autrement appelées barrages. Vous avez ici une illustration. Le barrage avec son mur, l'eau qui est stockée derrière, qui est bloquée, et on voit que pour construire ce genre de barrage, il faut un endroit approprié, c'est-à-dire généralement une vallée très étroite que l'on peut fermer par un mur. Dans ce barrage, que va-t-il se passer? Dans le barrage, donc l'eau est stockée derrière le mur, et dans ce mur, on pratique une ouverture quelque part qui va permettre de canaliser l'eau. L'eau qui est en hauteur, finalement, on va l'amener vers le bas. L'eau va prendre de la vitesse en chutant, et tout simplement, cette eau qui a gagné en vitesse va être envoyée sur une turbine qui va se mettre à tourner et qui va actionner l'alternateur qui va fabriquer l'énergie électrique qui est ensuite envoyée sur le réseau. Nous voyons que dans ce genre de centrale, il y a beaucoup moins d'étapes, beaucoup moins de conversion d'énergie que dans les deux types précédents que nous avons vus. Quels sont les avantages de ce type de centrale? Le premier, c'est que ça pollue peu. Alors je dis peu parce que quand on installe un barrage, on va quand même noyer une vallée derrière, ce qui peut perturber un certain nombre d'écosystèmes. Mais par rapport à d'autres manières de produire de l'électricité, ça pollue quand même moins. Et ensuite, ça utilise une source d'énergie renouvelable, puisque l'eau qui est stockée derrière, même si elle est vidée pour être utilisée pour fabriquer l'énergie électrique, le barrage va se re-remplir, puisque c'est une rivière qui alimente ce barrage. Parmi les inconvénients, c'est que ça produit tout de même peu d'électricité par rapport à une centrale thermique ou une centrale nucléaire, et ça ne peut pas s'installer n'importe où. On l'a dit au début, il faut une vallée, donc ça ne peut pas s'installer dans une région de plaine. Ou alors c'est d'autres types de barrages qu'on appellera au fil de l'eau, mais qui produisent encore moins. Je viens de le dire, les conversions d'énergie qui ont lieu dans ce type de centrale sont moins nombreuses. Donc nous partons de notre barrage qui stocke l'eau. Ce qui va permettre de fabriquer un type d'énergie, c'est l'énergie cinétique. L'eau va être mise en mouvement, donc l'énergie cinétique rectiligne. Cela va arriver sur la turbine, qui convertit en énergie cinétique circulaire, comme nous l'avons vu précédemment, ce qui va actionner l'alternateur, et l'alternateur va fabriquer l'énergie électrique. Nous partons donc de notre barrage avec énergie cinétique pour arriver à la production d'énergie électrique. Dernier type de centrale que nous voyons, ça va être les centrales éoliennes. Nous avons ici un champ d'éoliennes, constitué de plusieurs dizaines d'éoliennes, et ce type de centrale va être en fait très simple par rapport au type de centrale précédent que nous avons étudié. Effectivement, dans ces centrales, le vent va venir actionner l'hélice de l'éolienne, l'hélice va se mettre en rotation, elle est attachée à un axe, et sur cet axe, nous allons trouver l'alternateur. C'est-à-dire que quand l'hélice va tourner, l'axe va entraîner l'alternateur, qui va se mettre à produire l'électricité, qui va ensuite être envoyée sur le réseau pour arriver au consommateur. Donc l'hélice remplace en fait la turbine que nous avons trouvée dans les différents types de centrales précédents. Ce type de centrale est donc beaucoup plus simple que les précédents que nous avons étudiés. Donc parmi ces avantages, on va trouver le fait que ça pollue très peu.
Je dis peu parce qu'il y a tout de même une petite pollution pour certaines personnes qui peut être, visuelle, esthétique. Hein, certaines personnes ne trouvent pas un champ d'éoliennes très beau et il y a une petite pollution sonore pour les gens qui habitent à proximité. Le passage des pales de l'hélice dans l'air va générer un petit peu de bruit. Mais globalement, on va dire sur un impact planétaire, la pollution est très faible. Autre avantage, ça utilise une énergie, renouvelable, qui est l'énergie du vent. Parmi les inconvénients, effectivement, une éolienne produit peu, ce qui veut dire que pour produire beaucoup d'électricité, il va falloir multiplier le nombre d'éoliennes. Et le deuxième inconvénient principal, c'est que ça ne produit pas tout le temps. C'est effectivement une source d'énergie irrégulière puisqu'elle dépend du vent. Et c'est rare les zones géographiques où le vent souffle en permanence. Les conversions d'énergie dans cette centrale vont être simples et peu nombreuses. On part de l'énergie cinétique du vent, qui est une énergie qui est en mouvement rectiligne. Cela arrive sur les pales de l'hélice qui vont transformer ce mouvement rectiligne en mouvement circulaire, ce qui reste de l'énergie de mouvement tout de même, de l'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique circulaire va être utilisée par l'alternateur pour produire l'électricité. Donc on voit que c'est un système très court, il y a peu de conversion d'énergie. Vous avez pu constater que dans tous les types de centrales que nous avons étudiés, il y a un appareil commun, c'est l'alternateur. Cet alternateur est chargé de transformer l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique, en énergie électrique. Alors comment fonctionne cet alternateur? L'alternateur est toujours relié à une turbine, quelque chose qui tourne. Cette turbine, ou les pales de l'hélice dans l'éolienne, va être chargée de mettre en mouvement, à partir du mouvement d'eau, à partir du mouvement du vent, à partir du mouvement de la vapeur, va être chargée de mettre en mouvement la partie mobile de l'alternateur qu'on appelle le rotor. Ce rotor est constitué d'un aimant qui va tourner sur lui-même et il tourne dans une partie fixe de l'alternateur qu'on appelle le stator, qui est constitué de bobines de fils de cuivre, de fils électriques. Et le mouvement de cet aimant devant les fils électriques va fabriquer de l'électricité. Donc on peut résumer le principe de l'alternateur en disant que c'est le mouvement de l'aimant devant les bobines de fil conducteur qui produit le courant électrique. Voici à quoi ressemble une turbine de barrage, de centrale hydraulique. L'eau vient tomber sur les godets ici et va mettre en rotation la turbine, qui après est reliée à l'alternateur. Ici, nous avons une turbine de centrale à vapeur. Vous avez vu que dans différents types de centrales, il y a de la vapeur qui est fabriquée. Alors cette fois-ci, nous avons de multiples hélices. Parce qu'effectivement, quand la vapeur traverse, la vapeur peut encore être utilisée derrière. Donc en mettant plusieurs hélices, on peut utiliser au maximum l'énergie de mouvement de la vapeur. Et voici un alternateur. On peut observer la taille par rapport aux ouvriers qui travaillent. Vous avez ici le rotor, la partie mobile, avec donc l'aimant, et ici le stator, avec à l'intérieur tous les fils conducteurs, et le mouvement du rotor de l'aimant à l'intérieur du stator, les bobines, va produire l'électricité. Voilà, nous venons de voir le principe de fonctionnement des 4 grands types de centrales qui sont chargées en France de produire l'énergie électrique. Ce qu'il faut en retenir, c'est que globalement, on part toujours d'une source d'énergie initiale, quelle qu'elle soit, et le but, ça va être, après de multiples conversions, de transformation de cette énergie, arriver à produire de l'énergie électrique. Nous voyons que l'alternateur a un rôle central là-dedans, puisque c'est lui qui, en bout de chaîne, fabrique l'énergie électrique, et tout le rôle de la centrale va être d'activer cet alternateur. Et pour cela, on utilise différents types d'énergie de départ et différents modes de conversion. Donc il faut connaître le principe général de ces différents modes de conversion pour aboutir à fabriquer l'énergie électrique. Vous avez aussi compris que chacun des types de centrales avait ses avantages et ses inconvénients, et surtout que la source d'énergie idéale pour fabriquer de l'électricité n'existe pas. C'est-à-dire que pour un pays, produire son électricité va relever de choix. Il va falloir faire des choix sur le type de source d'énergie qu'on va utiliser. Et
Lorsque ces choix doivent être faits, il faut qu'ils soient faits de la manière la plus éclairée possible. D'où l'intérêt de connaître, même superficiellement, le principe de fonctionnement de ces différents types de centrales. Pour savoir, est-ce que, on décide que le pays produit son énergie uniquement à partir de nucléaire? Est-ce qu'on garde des énergies fossiles? Est-ce qu'on essaie de produire majoritairement à partir d'énergies renouvelables? Voilà, tout ce genre de choix doit se faire et pour faire ces choix de la meilleure manière possible, il faut connaître, même superficiellement, leur mode de fonctionnement.